Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 30 mars, un mois, 30 jours de guerre et ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient dépasse largement le face-à-face entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Car en 30 jours, le conflit a changé de nature. Il ne frappe plus seulement des objectifs militaires, mais touche des infrastructures vitales. Raffineries, centrales nucléaires, centrales électriques, usines de dessalement et autres infrastructures vitales. Autrement dit, ce conflit s'attaque à ce qui se fait tenir ou ce qui fait tenir les sociétés. Mais un autre signal plus discret vient d'apparaître et il est peut-être encore plus révélateur. Le président américain Donald Trump affirme avoir négocié avec l'Iran le passage sécurisé de 20 cargos pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Nous allons parler, bien sûr, des tenants aboutissants de cette autre déclaration du président américain dans cette émission. Mais c'est un détail en apparence technique, mais qui, en réalité, se trouve être un tournant stratégique, si toutefois il venait à se concrétiser. Car cela signifie une chose très simple, même en pleine guerre, eh bien, les lignes de communication ne seraient pas totalement rompues. Et surtout, le pétrole reste une ligne rouge absolue. Dans le même temps, les frappes continuent. Une raffinerie a été touchée à Haïfa, en Israël. Une installation de dessalement frappée au Koweït et une extension du coup de ce conflit totalement assumé de part et d'autre. Washington prépare, selon plusieurs sources, des options militaires plus larges, y compris ces fameuses opérations au sol. Et en Europe, l'Espagne ferme son espace aérien aux avions américains impliqués dans la guerre en Iran, donc au Moyen-Orient. Alors la question n'est peut-être plus simplement militaire, elle est toujours d'actualité malheureusement, et c'est une question de seuil. Jusqu'où peut-on aller sans faire sauter les équilibres mondiaux ? Parce que derrière chaque missile, il y a désormais une autre réalité, celle de l'énergie, celle du commerce mondial, celle des sécurités, toutes formes confondues, bref, celle d'un système global qui tient encore, mais sous tension extrême. J'accueille pour l'émission ce soir, d'abord notre professeur d'histoire en sciences politiques, professeur Boutaina Ben Salem. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et nous avons aussi le plaisir renouvelé d'accueillir notre expert en sécurité en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir madame, merci. Plaisir renouvelé d'accueillir depuis Paris le général François Chauvency. Bonsoir général Chauvency. Bonsoir madame. Je rappelle aussi que vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union à l'Institut des hautes études de défense nationale en France. Merci encore une fois d'être avec nous. Général, comment caractérisez-vous la phase actuelle du conflit après 30 jours d'opération et surtout après les évolutions de ces dernières 48 heures? En fait, nous sommes dans l'échec relatif d'une victoire rapide des Américains. Alors, je ne parle pas d'Israël, je dissocierai un petit peu les deux acteurs de la coalition. Donc, aujourd'hui, les États-Unis pensaient, par Donald Trump, gagner très rapidement et obtenir une négociation, je dirais, avantageuse pour les États-Unis et indirectement pour Israël. La réalité qui se dessine est complètement différente. Les Iraniens ne cèdent pas malgré les frappes qu'ils subissent. Ils ripostent en permanence. Et aujourd'hui, et on l'entend dans les déclarations de Donald Trump qui s'impatiente, Donald Trump a besoin quand même d'une sortie de guerre, non pas de crise, mais de guerre. Et actuellement, il ne l'obtient pas parce que finalement, de part et d'autre, on est très déterminé. Et que sur le terrain, rien ne peut dire que l'un a gagné sur l'autre. Il y a beaucoup de destruction, mais pour autant, est-ce que ça suffit pour gagner une guerre sur l'adversaire? Vraisemblablement pas. Et nous revenons à ce que vous avez évoqué, les questions économiques, les questions géopolitiques qui en découlent, qui rappellent simplement, et j'en conclurai par là, que la guerre n'est pas qu'une question d'affrontement militaire, mais aussi d'un affrontement généralisé dans tous les domaines, là où on peut faire pression sur l'adversaire. Alors, pour rester sur le terrain purement militaire, il y a quand même des pertes à relever pour les Américains dans la région, notamment dans ces bases, dans leurs bases au Moyen-Orient. La toute dernière attaque, c'est cette frappe iranienne sur la base aérienne du prince Sultan en Arabie Saoudite, endommageant quand même, et c'est important de préciser la nature de cet avion. C'est un avion de surveillance, le E-3 Sentry AWACS. Certains parlent du plus grand succès des Iraniens. Quelle est l'importance d'un tel engin qui aurait coûté la modique somme de 700 millions de dollars à l'armée américaine?
Oui, tout à fait. Les Américains en disposent d'une vingtaine aujourd'hui, plus une quinzaine en stock. La version suivante sera à plus d'1,5 milliard de dollars. Donc, c'est un élément important d'une stratégie militaire qui permet de détecter tout ce que fait l'adversaire dans beaucoup de domaines à plus de 400 km. Alors, on peut s'étonner que cet avion ait pu être détruit, je dirais, relativement facilement, au bout de 30 jours de guerre ou 29 jours de guerre, puisque c'était hier. Donc, pour moi, c'est un échec de la protection apportée à la fois par les Saoudiens d'un côté et les Américains de l'autre à une base aérienne. Ça fait 30 jours de guerre. Au bout de 30 jours de guerre, il est invraisemblable que des avions aussi importants, parce qu'il y a eu aussi des tankers qui ont été détruits ou endommagés, il est incroyable de voir que ces avions aient pu être mis en situation d'être détruits, alors qu'on sait que les Iraniens sont capables de frapper un petit peu partout. Et puis, dernier point, bon, les pertes humaines sont quand même très peu élevées. Il y a, je crois, 8-9 tués et plus de 300 blessés. Mais très honnêtement, dans un conflit de ce type, c'est très peu, même si la mort de quelqu'un est toujours importante. Mais dans le cas d'une guerre, là, dans ce cas-là, c'est, je ne dis pas insignifiant, mais pas loin. Et puis quand même, on peut s'étonner, pour conclure sur le sujet, de la précision des frappes aujourd'hui de la part des Iraniens, car ils ont aussi détruit un radar très important en Jordanie il y a quelques jours. Là, ils détruisent un avion. Voilà, donc ils ont une capacité de frappe importante sur renseignement. Et la question qu'on pourra évoquer, d'où vient ce renseignement? Justement, d'où vient ce renseignement? C'est intéressant parce que je vous ai posé la même question il y a un peu plus d'une semaine. Est-ce que l'Iran se fait aider aujourd'hui, ne serait-ce que pour le renseignement? On parlera aussi des missiles qui ont été utilisés, mais déjà en termes de renseignement, qui pourrait aider Téhéran? Oh, à votre avis? La Russie, bien entendu. La Russie, manifestement, aide, même si elle le dément, mais il y a un partenariat stratégique qui a été signé il y a moins de 2 ans, me semble-t-il, entre l'Iran et la Russie, non pas dans un accompagnement de forces armées, mais de conseils, d'échanges d'équipements. Et il est vraisemblable, et on dit bien il est vraisemblable, il n'y a pas de preuve, que la Russie contribue à ce conflit et finalement fait à l'Amérique ce que l'Amérique a fait à la Russie en Ukraine. Ouais. Beaucoup de renseignements américains ont servi aux Ukrainiens pour frapper très durement les Russes. Je crois que les Russes rendent la monnaie de la pièce, cette fois-ci en donnant des renseignements qui permettent de frapper exactement là où il y a du matériel sensible américain, ce qu'à mon avis les Iraniens n'étaient pas capables de faire par eux-mêmes. Un commentaire là-dessus, en sachant que l'Ukraine a aussi frappé, a ciblé des raffineries russes, qui a poussé hier la Russie à suspendre ses exportations de diesel parce que le marché local russe risquait, alors ce serait l'ironie du sort, de tomber dans la pénurie. Donc ça c'est en parallèle de ce qui se passe au Moyen-Orient, parce qu'on ne parle plus de la guerre en Ukraine depuis ce 28 février, date à laquelle les Israéliens et les Américains ont décidé de mener donc ces frappes, ou cette guerre contre l'Iran. Alors, colonel Saoud, la précision des frappes iraniennes, d'abord un commentaire ou un complément d'information sur ce que vient d'annoncer ou d'expliquer Général Chauvency, et parlons aussi des autres infrastructures qui ont été ciblées depuis vendredi, de part et d'autre, que ce soit au Moyen-Orient, en Iran, mais aussi en Israël. Bon, ce qui est peut-être nouveau dans cette guerre, c'est que l'Iran, et le général Chauvency vient d'en parler, c'est qu'on utilise moins de munitions, mais on tape juste. Oui. Et ça pose le problème du renseignement. Et on sait qu'entre l'Iran et la Russie, il y a un échange de bons procédés. N'oubliez pas que les drones iraniens ont permis à la Russie de reprendre un peu l'avantage à un moment donné. Et donc, je pense que ça ne peut venir que de là. Sur la guerre elle-même, je pense qu'on n'a pas encore distiller les buts de guerre. Bon. Autant on peut le déchiffrer chez les Israéliens, autant il y a un flot artistique du côté de objectif militaire, objectif diplomatique, objectif politique. Et là, il y a un mélange de genres. On tape sur l'adversaire. J'aime pas le mot ennemi, pour moi, ça date de la guerre froide. Et on veut discuter. Et donc, nous sommes dans une position où l'économie, le général en a parlé, le renchérissement de l'énergie
Et tout ça complique l'existence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a à peu près 850 Tomahawk. Et ça coûte près d'1 million de dollars la pièce. Et les stocks souffrent. On a fait appel à l'Ukraine, au Japon, à la Corée du Sud. Et donc, il y a certainement un problème. Vous parlez des stocks des Américains qui sont actuellement, qui se trouvent actuellement ou qui se trouvaient jusque-là en Ukraine, en Corée du Sud et au Japon. Et au Japon, oui. On a fait... Et les Tomahawk, pour les gens qui ne sont pas initiés, c'est un matériel de défense antimissile. Mais c'est des missiles supersoniques. C'est des missiles supersoniques. Supersoniques, grande portée et beaucoup de dégâts. Et ils peuvent être utilisés même avec des sous-marins. On peut les utiliser par beaucoup de moyens. Et donc là, nous sommes dans une guerre asymétrique. Oui. Et excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, au profit du faible. Donc il y a un avantage pour l'Iran, selon vous? Pour moi, actuellement, l'Iran a élargi le spectre du conflit. Voilà les pays du Golfe qui sont, alors qu'ils sont censés depuis 1991 d'être protégés. Bon, c'est dit. Nous avons des proxys qui ont commencé à se mêler de la guerre, le Hezbollah, du côté irakien, et aujourd'hui les Houthis. Qui tempèrent pour le moment. Oui, mais ils ont déjà lancé 2 ou 3. C'est commandité. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas devant le scénario du blocage de Bab el-Mandeb. On n'en est pas encore là. Et c'est justement pour ça, parce qu'on n'est pas loin. Hein. Le détroit d'Ormuz. Alors là, et Bab el-Mandeb, on a les deux détroits critiques. On a le détroit d'Ormuz en haut et ce passage de Bab el-Mandeb. Et là, donc vous avez le détroit d'Ormuz, c'est 20% de pétrole, 20% de gaz. Et vous avez un peu moins, mais autant. Et là, si il y a une extension, on aura encore un autre problème. Bon, restons-en là. Mais en tout cas, la situation est assez difficile pour tout le monde. Et c'est pour cela que peut-être on essaie de trouver des négociations. Et le Pakistan est en train de se charger, évidemment, de ça. Parce qu'il faut dire aussi que le Pakistan a attiré l'attention des Américains en leur disant « Vous êtes en train d'éliminer tous les dirigeants, il ne vous restera pas beaucoup d'interlocuteurs. » Et malheureusement, ceux qui sont aujourd'hui aux commandes sont plus radicalisés que les précédents. On ne sait pas qui est aux commandes, d'autant peut-être que le président américain sait qui est aux commandes. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a, en milieu d'après-midi aujourd'hui, le président américain affirme que les États-Unis sont en discussion sérieuse avec, je cite, un nouveau régime plus raisonnable, ça contredit ce que vous venez de dire, colonel Saoud, pour mettre fin aux opérations en Iran. Commentaire, professeur Boutaina Ben Salam. Commentaire ou analyse de cette énième déclaration du président américain depuis le début de la guerre, le 28 février dernier. À vrai dire, je rejoins vraiment ce qu'a dit votre invité. Au fait, ça fait des années que je suis l'actualité iranienne. Et il faut dire que maintenant, il y a beaucoup d'opacité sur les informations. C'est très difficile de savoir ce qui se passe en Iran. Les informations ne sortent pas comme avant. Avant, on savait qui était aux commandes, on connaissait les personnes. Maintenant, même les informations qu'ils font sortir dans leurs médias étatiques, elles sont très contrôlées. On n'a pas beaucoup de nouvelles sur le ayatollah. On ne sait pas vraiment dans quel état il est. Il y a que des... il fait sortir des déclarations écrites. Il y a 2 personnes qui sont visibles. C'est le ministre des Affaires étrangères, Arji, et le président du Parlement. Pourtant, il y a quelqu'un qui a remplacé Ali Larijani, qui est un militaire aussi. Mais il ne parle pas. Alors que c'est lui qui... C'est tous, des personnes qui ont fait carrière dans la sécurité et dans les gardiens de la Révolution, le corps des gardiens de la Révolution. Donc c'est tout à fait le contraire de ce que voulaient les États-Unis. Ceux qui sont maintenant au pouvoir,
ce sont des personnes qui ont un background militaire, un background sécuritaire, alors qu'avant, on pouvait trouver des personnes qui étaient des politiciens, des religieux. Enfin, c'était assez mélangé. Donc on ne sait pas vraiment, mais on sait qu'il y a un durcissement au niveau du pouvoir parce que c'est une question de survie. Et quand il y a une guerre, maintenant c'est les militaires qui prennent le contrôle, c'est tout à fait normal. Surtout que beaucoup de personnes ont été éliminées. Mais quand on entend le président américain, parce qu'il y a eu déjà une déclaration la semaine dernière, ensuite les Iraniens ont démenti, ensuite là, encore une fois, il affirme être en négociation avec un nouveau régime. Et qu'il affirme aussi avoir changé de régime en Iran. C'était le principal objectif annoncé par les Américains depuis le début de cette guerre. Et effectivement. Je pense qu'il fait aussi de la communication politique, parce qu'il doit défendre certains objectifs par rapport aux pressions qu'il a, aux pressions internes et aux pressions internationales. Donc peut-être pour lui, un changement de régime, c'est un changement de personne. Moi, je le comprends comme ça. Mais est-ce que le système a complètement changé? J'en doute. J'en doute vraiment et je ne le crois pas du tout. Alors, et je ne trouve pas de personnage américano-compatible aujourd'hui. Alors, juste pour situer, je vous laisse peut-être répondre à Colonel Saoud. Peut-être Araghchi fait partie des personnes ouvertes. Oui, mais vous savez, avant d'être nommé, il a dû passer par le Mejlis, le Parlement iranien, parce qu'on le soupçonnait d'être trop ouvert envers l'Occident. Il a fallu qu'il se défende. Il y a des gens, mais le problème, c'est les assassinats extraterritoriaux qui tuent tout le monde. Et d'ailleurs, le président lui-même l'a dit, le président américain, il l'a dit au début, on a tué 2 personnes avec lesquelles on voulait... C'est-à-dire que c'est vraiment une brutalité aveugle. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut atteindre des objectifs. C'est-à-dire que ce n'est pas par ce type Le problème, c'est que la question, est-ce que l'Araghchi a la main dans le système iranien, non. Voilà. Il n'aura pas... Bon, ce qui est intéressant aussi, on cible les têtes du régime, mais on cible aussi des infrastructures. On a ciblé des infrastructures nucléaires, de part et d'autre, en Iran et en Israël. Oui. Quels sont les risques déjà sanitaires de telles attaques, colonel Saoud? Oui, les attaques nucléaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sur les Israël, dans cette guerre des 12 jours, il a déjà touché beaucoup de sites. Aujourd'hui, ils ont touché le site de Arak, pas loin Pourquoi? Parce que c'est là où ils produisent du plutonium. Et quand vous produisez du plutonium, vous économisez un temps pour arriver à la bombe, si vous voulez. Donc, et du côté, évidemment, de l'Iran, on a aussi ciblé Dimona, dans le Negev. Et donc, nous sommes là, si vous voulez, dans une escalade, parce que le nucléaire, c'est quand même important. Vous avez parlé des infrastructures critiques. Et oui, on n'a pas lésiné sur les moyens, centrales électriques, l'adduction des eaux. Oui, mais ce qui est intéressant, parce que les Américains... Et les usines chimiques de Tel Aviv aussi. Oui, et Haïfa aussi, qui a été touché. Le port a été touché de Haïfa. Ce qu'il faut soulever aussi et relever, c'est que si on se référait aux chiffres, beaucoup de pays du Moyen-Orient dépendent fortement, à partir de 40 à 90% de l'eau dessalée. Exactement. Si on touche à une usine de dessalement au Koweït, peut-être demain aux Émirats arabes unis, peut-être après-demain au Qatar, que sais-je. Enfin, le Qatar, pour le moment, est épargné. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est à se poser. Et la réponse des Américains, c'est qu'ils vont aussi frapper les usines de dessalement. Or, combien il y a d'usines de dessalement en Iran? Vous voyez, nous sommes là dans toutes les infractions au droit international humanitaire. Bon. Non, mais l'eau, c'est quand même vital pour toutes les populations. Et donc, nous sommes dans des attaques indiscriminées qui sont graves et dont les conséquences aussi peuvent être graves pour les populations. Et là, je pense que d'un côté comme de l'autre,
on a mis le droit à côté, et puis c'est la parole à la force, indiscriminée. Et on s'écarte beaucoup même si ça fait longtemps qu'on a abandonné ces principes. Oui. Dans la guerre russo-ukrainienne également. Donc. Comment, Général Chauvency, comment interpréter justement ce nouveau rapport de force, ces attaques sur des infrastructures vitales, sur la notion de zone arrière de ce conflit? Hier, avec les nouvelles technologies, ne veut plus rien dire. Avant, vous aviez une ligne de front et donc les combats se faisaient dans les 20-30 km de part et d'autre, une base arrière militaire peut-être de 50 à 70 km, et je dirais tout le reste de la société en guerre était relativement protégée. Relativement, n'oublions pas les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais néanmoins, il y avait des moyens de se protéger et on avait quand même une certaine organisation sur le terrain. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les lignes de contact n'existent plus. Puisqu'avec les drones et les missiles, et on le voit depuis la guerre en Ukraine, pas uniquement avec cette guerre-là, on peut frapper n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quelle arme. Une grande partie des États concernés n'ont pas forcément des moyens de protection très efficaces, parce que tout le monde a fait l'impasse, d'abord sur cette guerre, et ensuite sur l'existence des drones qui sont capables de faire parfois, pour certains, 2500 km. Je ne parle pas de ce qui se passe en Iran, mais les Ukrainiens en sont capables. Donc aujourd'hui, on est avec... il n'y a plus de front. Et pour revenir à ce qui vient d'être abordé sur les questions des infrastructures, on peut parler effectivement des usines de dessalement, mais les usines de dessalement, c'est effectivement l'aide première aux populations. Et n'oublions pas que ce ne sont pas les Américains ni les Israéliens, à ma connaissance, qui ont tiré sur les usines de dessalement. Il me semble bien que depuis quelques jours, des usines de dessalement non seulement ont été menacées par l'Iran, mais je crois qu'une a été frappée, oui. Sans doute à titre d'avertissement. Donc déjà, c'est un ciblage volontaire de la société civile par l'Iran. Maintenant, sur les autres infrastructures, je fais la différenciation. Quand vous tirez ou vous détruisez un centre lié au programme nucléaire, quand vous ciblez une raffinerie, quel que soit le côté, nous sommes dans la guerre. Et ça, je pense que beaucoup ont oublié que la guerre, ce n'était pas uniquement des soldats qui s'affrontaient sur le terrain, c'est aussi tout ce qui permet à ces soldats de tenir longtemps et de gagner une guerre. Donc, le pétrole, ça fait fonctionner les chars. Le pétrole fait fonctionner par l'électricité les usines d'armement. Donc ça devient des cibles, je dirais, légitimes, même si le droit international condamne beaucoup de choses. Mais le droit international a été fait par des gens qui l'ont un petit peu rendu complexe sans tenir compte de la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est normal. Pendant très longtemps, on a dit que la guerre ne se ferait plus jamais, que le Conseil de sécurité des Nations Unies allait réguler les guerres. Vous voyez bien où est le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. On ne sait même pas s'il existe. Voilà. Ensuite, vous avez cette dérégulation maintenant de la violence, simplement parce que vous n'avez plus de gendarmes du monde. On a tellement critiqué les Américains qui seuls avaient les moyens d'être les gendarmes du monde qu'aujourd'hui ils disent bah non, moi c'est mes intérêts d'abord, donc je vais les traiter. Et que maintenant, comme le droit international finalement m'entrave dans la défense de mes intérêts que j'estime légitimes, eh ben, j'utilise les moyens qui me sont à ma portée. Et je dirais que ce ne sont pas les Américains qui l'ont forcément montré, même si on pourrait regarder dans l'histoire quelques... Bon, on peut prendre le Kosovo, les Américains, quand même, dans le cadre de l'OTAN, ont quand même pas forcément respecté le droit international, mais nous avons quand même le cas russe, qui effectivement est un cas très concret depuis 2022, qui est repris par les Iraniens. Et puis là, vous avez aussi une guerre illégale, ne l'oublions pas quand même, en termes de droit international. Les Américains, les Israéliens ont attaqué l'Iran, même si on peut considérer que cette attaque était légitime peut-être, mais illégale sûrement. Donc vous voyez, on a le droit international qui est complètement remis en question, et du coup, il n'y a plus de limite. Vous détruisez les usines, vous détruisez les centrales, les centres de raffinage, vous menacez les navires civils dans le Golfe. Voilà, donc en fait, on revient à un modèle qui n'existait plus depuis, je dirais, 1945. Nous sommes revenus dans la guerre traditionnelle où tous les moyens sont utilisés, y compris la propagande, pour essayer de gagner sur l'adversaire. Alors, puisque vous parlez de guerre, justement, dite classique, qui dit guerre classique, dit aussi opération au sol. Les États-Unis ne s'en cachent pas, on parle de milliers de soldats qui seraient déployés au sol. Quels seraient les objectifs? Puisque nous ne connaissons pas encore les objectifs de cette guerre, est-ce qu'une opération au sol aurait des objectifs? Si oui, quels seraient ces objectifs d'une opération terrestre américaine en Iran aujourd'hui? Et où? Alors, de toute façon, je crois que vu quand même la taille de l'Iran et la population, les 90 millions
d'Iraniens, les 450 000 soldats de l'armée iranienne, les 150 000 ou 190 000 gardiens de la Révolution, plus les dizaines de milliers de Bassidji, je doute fort que les quelques 10 000 Américains puissent débarquer sur le territoire iranien pour faire la guerre. Donc déjà, en termes de rapport de force, on ne voit pas que c'est là que ça va se dérouler. En revanche, il y a plusieurs possibilités. Le Washington Post a évoqué effectivement, d'après une fuite, qu'il s'agirait en fait de harceler la côte sud-ouest de l'Iran par des actions ciblées de forces spéciales, éventuellement d'infanterie, pour, je dirais, déstructurer tout ce qui permet de défendre l'Iran. Bon, ça, pourquoi pas? Encore faut-il y arriver. Mais quel format d'intervention, justement, vous paraît le plus crédible et pourquoi? Le plus crédible pour moi, nous sommes bien dans la conquête des îlots ou des îles significatives. Moi, l'île de Karg est une île qui me parle, oserais-je dire. Elle me parle pour une raison très simple. Un, elle ne fait que 24 km². Donc déjà, c'est absorbable par une force à la fois aéroportée et éventuellement de marine s'ils arrivaient jusqu'à cette zone-là. Ensuite, c'est une zone extrêmement sensible pour les Iraniens. C'est 90% du pétrole exporté. Donc, si vous mettez la main sur l'île de Karg, qui est quand même largement cartographiée par tous les systèmes de renseignement américains, on sait exactement où sont tel ou tel combattant, telle ou telle mine, telle ou telle défense. Cette prise de gage, cette prise en otage du territoire iranien serait quelque chose qui pourrait peser dans les négociations. Car finalement, les Iraniens ne disposeraient plus que de l'oléoduc qui suit la côte sud de l'Iran, qui va jusqu'à l'est de l'océan Indien, mais qui fait moins d'1 million de barils par jour d'exportation dans un port qui se trouve dans l'océan Indien. Donc là, vous auriez un gage important qui fait que cette île de Karg serait forcément dans l'objet de négociation. Ensuite, très peu de civils, c'est une zone militarisée, donc finalement même le débat sur les pertes civiles ne se poserait pas, et je vois mal comment les Iraniens pourraient s'en passer. Maintenant, ce qu'on a entendu cet après-midi de Donald Trump, c'est qu'il est prêt à raser l'île de Karg. Oui. Et là, il y a un problème. On revient à la question, finalement, n'oublions pas que c'est du pétrole. Et je me rappelle quand même la guerre avec l'Irak de 90-91, où quand même la menace de marée noire était importante. Et on aurait une catastrophe écologique. Donc, vous voyez, on est quand même dans une situation où je me demande si Donald Trump sait où il va en termes d'objectifs, si toutes les opérations terrestres seront acceptables. Moi, je dirais que la plus plausible, je ne dis pas vraisemblable, mais plausible, serait la saisie de cette île qui est à la portée d'une force limitée, les 2-3 000 parachutistes, les quelques marines, s'ils arrivent à passer. Mais n'oublions pas que l'île de Karg est à 350 km de la côte de l'Arabie Saoudite, au plus proche, et à 25 km de l'Iran. Donc, il y a aussi, après, toutes les conséquences d'une troupe déployée sur une île en termes de bombardement par les Iraniens, tirs de missiles et autres drones qui, effectivement, pourraient causer des pertes. Et j'en conclurai là-dessus. C'est qu'en fait, la question qui se posera pour Donald Trump, est-il prêt à accepter la perte d'un certain nombre de soldats américains pour la saisie de cette île? Et là, ça devient un sujet qui est évoqué par Mme Ben Salem, de politique intérieure. Il faudra justifier de ces pertes alors qu'une partie de l'opinion américaine est contre la guerre avec l'Iran. On l'a vu ce week-end avec ces manifestations monstres dans plusieurs villes des États-Unis. Les Américains, en tout cas ceux qui sont descendus dans les rues américaines, sont contre cette guerre. Que signifierait politiquement le retour des États-Unis à une guerre au sol dans cette région? Le général Chauvency a parlé de l'Irak, mais ce ne serait pas la première opération au sol dans cette région pour les soldats américains. Professeur Ben Salem, mais comment cette décision pourrait reconfigurer la situation, notamment au sein du camp occidental? Moi, je pense que bon, d'abord, ça va être une escalade très dangereuse, hein, parce que quand on met des troupes au sol, c'est différent que simplement lancer des missiles. Et bon, je ne suis pas vraiment spécialiste comme vos invités, hein, mais je parle sous leur autorité. C'est-à-dire que pour moi, saisir un détroit, c'est une opération difficile. Hein. J'ai l'histoire du détroit de Dardanelles. Hein. Ça a duré 1 année et puis ça a été... C'était extrêmement sanglant et ça a été un échec. Et même c'est-à-dire que pour moi, même s'ils prennent l'île, est-ce qu'ils pourraient la garder? Parce que ça va rendre ces soldats prisonniers aussi, parce qu'il y a des missiles qui vont arriver. J'ai l'impression que les Américains veulent surtout prendre la côte. Hein. Ils se concentrent aussi sur la côte, mais là, déployer des militaires, c'est aussi affronter d'autres militaires. Il ne faut pas oublier que l'armée iranienne
Alors c'est une armée qui, surtout l'armée de terre, entre les gardiens de la Révolution et l'armée régulière, il y a à peu près 1 million, ce qu'ils disent, Oui. 1 million et demi. Et c'est une armée qui a une idéologie religieuse, une idéologie de martyr. Je me rappelle les Irakiens, les généraux irakiens qui ont fait la guerre irano-irakienne, dans leur mémoire, ils avaient souvent décrit des jeunes Iraniens qui venaient, qui se suicidaient. Donc il y a vraiment une idéologie de sacrifice chez eux. C'est-à-dire les kamikazes, voilà. qu'on voit qui sont utilisés 30 ans après cette guerre irano-irakienne, c'est l'origine même de ce mouvement, si on peut l'appeler ainsi, ça vient de l'Iran, des soldats iraniens. L'origine de qui se faisaient sauter comme ça, de kamikazes. De kamikazes. En fait, c'est parce que ils ont cette culture de martyr. Voilà, ils ont ça. Et puis, ça va être une guerre d'usure. Ça va prendre du temps. La géographie iranienne n'est pas la géographie irakienne. Et comme l'a bien dit vos invités, c'est beaucoup plus peuplé, c'est beaucoup plus complexe. Et puis c'est une armée qui est bien entraînée. Et il ne faut pas oublier que aussi de leur côté, ils ont l'expérience de la guerre d'Irak et ils ont étudié aussi d'autres guerres. Les Américains aussi ont l'expérience bien sûr, de la guerre. Comment déjà on peut situer ce conflit dans l'histoire des guerres contemporaines des Américains? Est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture? Ça me rappelle... Je pense les deux, dans tous les cas, je crois que les deux, parce qu'on a aussi le cas du Vietnam. Au Vietnam, on frappait. C'est une rupture. Voilà, on disait que les gens allaient capituler, mais les gens n'ont pas capitulé. Et une fois que les Anglo-Saxons, ils ont une expression que j'aime bien, ils disent que a war has its own life, c'est-à-dire une guerre, une fois qu'elle commence, elle prend vie. Et elle commence à évoluer. On a l'impression que le président américain veut sortir de cet engrenage, mais il sort par l'escalade. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de vraie négociation. En principe, des négociations, vous faites des concessions et vous trouvez un... Mais là, non, on veut des capitulations. Chacun arrive avec ses points rigides. Et c'est là où les choses se compliquent. Alors, ça se complique et sans qu'on y voit l'issue. Ce qui me ramène à cette déclaration du ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, sur cette guerre. Et ça donne vraiment des frissons. Je suis forcée de savoir des choses qui ne me laissent plus dormir pour ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir, pour les effets que cela aura sur l'économie, sur notre vie quotidienne. Donc on lit, parce que ces gens, ils lisent les briefings avant nous, les briefings militaires classifiés. Si eux en perdent le sommeil, qu'est-ce que ce serait pour nous? Enfin, que nous attend, qu'est-ce qui nous attend demain en fait? Parce que c'est une guerre qui a des effets mondiaux. Oui, bon. Même si elle est circonscrite dans une géographie, les effets sont sur l'économie, sur les équilibres, c'est mondial. Ça, les Iraniens l'ont bien compris. Évidemment. Donc, c'est ça, leur levier, c'est le détroit d'Ormuz. Mais parce qu'ils n'ont pas la même force de frappe ou de feu que les Israéliens et les Américains. Donc, ils utilisent d'autres leviers stratégiques pour pouvoir mettre de la pression et obtenir des négociations. Oui. Mais le problème, c'est qu'on va de plus en plus vers une escalade. C'est ça le problème. Mais on voit aussi que ça dit beaucoup sur la cohésion du camp occidental. Quand on voit que les Espagnols aujourd'hui interdisent aux avions militaires américains leur espace aérien. Déjà qu'ils avaient interdit l'utilisation des deux bases, La Rota et Morón, il me semble, que ces deux bases-là, américaines, sur le sol espagnol, n'étaient pas à disposition de l'armée américaine pour l'utiliser. On voit aussi qu'aujourd'hui, force est de constater que les États-Unis font cavalier seul, pour ne pas citer les Israéliens, que selon une chaîne israélienne, si opération au sol il y a, les Israéliens ne se sentent pas concernés, ne se disent qu'ils ne joindront pas ces forces au sol. Je pense que le problème, c'est que tout le monde a peur du chaos.
On a vu ce qui s'est passé en Irak. Chaque fois qu'il y a une intervention étrangère pour pouvoir changer les choses, ça finit par une catastrophe. On a vu ce qui s'est passé en Irak, on a vu ce qui s'est passé en Libye, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan après 20 ans. Et là, c'est une région qui est déjà assez fragile. Hein. Le Moyen-Orient, c'est une région qui est assez complexe, avec des équilibres très fragiles. Alors si, en plus, on apporte un chaos, parce que tous les pays vont être affectés, hein, ça va, surtout que même l'Iran l'a fait savoir. Elle a dit que c'est œil pour œil et dent pour dent. On a parlé tout à l'heure de l'eau. Il faut savoir que dans cette région-là, il y a une grande crise d'eau. Tous ces gens, ils ont besoin de boire. Donc si jamais on fait sauter toutes les stations de dessalement, parce que même les stations de dessalement d'eau, ils ont été frappées en Iran. Si vous faites sauter ça... Ils dépendent à moins de 10%. Hein. Là, on n'est non, mais pas... je parle des pays du Golfe. Les pays du Golfe sont beaucoup plus fragiles par rapport à cette question de l'eau. Oui, imaginez que vous frappez ces stations de dessalement. Comment ça peut redéfinir la position des États du Golfe face à cette guerre, si cette guerre touche effectivement à ces installations, colonel Saoud? Est-ce qu'on pourrait peut-être voir une réponse? Réponse, vous voulez dire militaire? Bah oui, bon. Je pense que c'est tout ce qui compte aujourd'hui, c'est les réponses militaires. Militaire, ça se prépare. Il y a déjà une coalition au travail. Si vous voulez faire partie, il faut quand même des synchronisations, il faut des coordinations. Parce que quand il y a une saturation dans l'air, il faut régler tout ça. Mais ça m'étonnerait qu'ils soient capables individuellement de riposter. Sinon, ça sera une autre escalade. Ils n'ont pas été associés au départ, ils n'ont pas été briefés, ils n'ont pas été sensibilisés. Ils ont même été contre cette initiative des États-Unis et ils l'ont fait savoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils disent « finissez le travail ». On a changé d'attitude dans le Golfe. On ne dit plus « arrêtez la guerre ». On dit aux Américains... C'est pas officiel. Ce que vous dites là, ce sont des rumeurs. De toute façon, depuis le début de cette guerre... on entend chaque jour, c'est-à-dire que ça n'émane pas d'un canal officiel d'un pays du Golfe. Mais, vous savez, ces gens-là devaient être consultés ou ils étaient contre. Alors, que pensez-vous de cette attaque frontale du président américain, justement, au prince Mohammed bin Salman lors de son intervention ce week-end? Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas un langage de chef d'État. On ne traite pas un pays grand comme l'Arabie saoudite et ses dirigeants de cette manière-là. Je n'ose même pas prononcer ce qui a été dit. Il y a un langage de bienséance entre dirigeants qui doit être quand même respecté. Et là, nous sommes tombés dans un langage ordurier qui ne sert pas les intérêts. Je n'en dis pas plus. En tout cas, il a eu la réprobation de pas mal de gens au niveau des réactions. Ce n'est pas au niveau d'un chef d'État et de surcroît la première puissance mondiale. Donc, passons. Quels sont aujourd'hui les acteurs capables d'imposer une désescalade crédible? Premièrement, les pays concernés. Vous savez, le Pakistan, de bonne volonté parce qu'il a des relations avec, et parce que ça a été exigé par l'Iran, il est en train de faire ce qu'il peut en l'absence des deux autres co-belligérants, si vous voulez. Est-ce que, c'est des discussions indirectes, est-ce que ça va aboutir sur quelque chose? Il y a certains points sur lesquels et les uns et les autres ne vont pas céder. L'uranium enrichi, les proxys, la situation des populations en Iran, et tout ça, ce sont des points très importants, mais est-ce que l'Iran est capable de céder sur ces points-là? Et puis, je pense qu'on est dans l'enlisement. Est-ce que l'opération au sol sur l'île de Karg est un point de non-retour?
si ça venait à se faire, même si, on le sait, le président des États-Unis et le général Chauvency l'a dit, il est capable de changer d'avis, même quand les unités sont déjà en position, il est capable de changer. Et il est astreint à quand même respecter l'opinion américaine, et il a un enjeu de mi-terme. Bon, c'est en novembre, hein. C'est en novembre, et c'est demain, madame. Oui, bon, il y a même des élections avant, il y a des élections en Israël avant. Il y a des élections en Israël, bon, sauf en Israël, je pense que le problème ne se poserait pas. Il y a une espèce de consensus sur même l'invasion du Liban. Beaucoup de gens disent qu'il faut que la frontière soit vers le Litanie pour être sûr de ne pas avoir de... Mais tout ça, c'est... Vous savez, la guerre n'a jamais été une science exacte, madame, et on peut changer d'avis, on peut évidemment, dans les éléments de langage, dire tout et son contraire, mais ça touche à la crédibilité. Et je pense qu'en période de crise, une communication doit être une communication crédible, sérieuse et qui tient. Là, nous sommes dans un échange d'invectives. Et puis, bon, il veut discuter. Les Iraniens vous disent, les États-Unis discutent avec eux-mêmes. Alors, en parlant des États-Unis et de communication, où est le chef d'état-major américain? Bon, vous savez, c'est le seul, et je pense que le général Chauvency est d'accord avec moi, qui a exprimé certaines retenues et certaines réticences, et sur le mode opératoire. Visiblement, le Premier ministre israélien a eu le dessus, et le secrétaire à la guerre, qui est un profil lisse, est allé quand même dans ce sens-là. Mais ça fait un bon bout de temps qu'on n'entend plus le chef d'état-major des armées. Est-ce que c'est une pratique courante en temps de guerre qu'on n'entende pas ou qu'on ne voit pas à la télévision un responsable en tenue militaire, général Chauvency? Oh là là, oui. Parce qu'un militaire pourrait être très pragmatique et contredire le discours politique. Donc, vraiment, il ne veut pas que le militaire soit à l'écran parce qu'il dirait peut-être les choses telles qu'elles sont et pas telles que le souhaiterait le politique. Voilà. Donc, que le chef d'état-major interarmée américain ne soit pas présent, je le comprends tout à fait. Il a été présent il y a une semaine dans une conférence de presse avec Pete Hegseth où il a effectivement dit les choses. D'abord, il a eu la parole largement et pour répondre aux questions. Mais en temps de guerre... les militaires, en fait, je ne dis pas qu'ils s'effacent, mais eux, ils bossent d'abord, ils planifient les opérations, ils proposent aux politiques des options, voilà. Et après, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est le politique qui va décider. Et je crois que c'est valable dans beaucoup de pays. Et à un moment donné, le militaire doit s'effacer, je dirais, visuellement. En revanche, c'est lui qui va apporter les éléments d'appréciation au chef politique. Et la question avec Donald Trump, qui a été évoquée d'ailleurs par Khaled Saoud, c'est que Donald Trump, il est complètement imprévisible. Il serait capable de prendre une décision sans écouter effectivement les bons conseils de son chef d'état-major. Donc voilà, il y a un risque. Mais de toute façon, le risque dans cette affaire-là ne sera pas assumé, entre guillemets, par le chef d'état-major. Parce que militairement, il sait ce qu'il doit faire, puis après, il obéit aux ordres. C'est le chef politique qui va être confronté à la réalité. Nous avons évoqué à plusieurs reprises la notion de politique intérieure aux États-Unis. Le Khaled Saoud vient d'aborder la question des midterms en novembre. Oui, la question de la politique intérieure américaine pèse sur la prise de décision de Donald Trump. Et le problème de Donald Trump, c'est que, comme ça a été évoqué, il change d'avis tous les 24 heures. Et encore, je pense que je suis un peu... je suis prudent dans ce que je dis. Donc, la grande difficulté en temps de guerre, c'est d'avoir des chefs politiques qui savent où ils vont, qui savent écouter leur chef d'état-major. Peut-être qu'ils savent écouter les marchés, parce qu'on l'a vu. Après, ça peut être une coïncidence. Plusieurs des interventions du président américain interviennent juste avant la fermeture ou l'ouverture des marchés financiers. Là, les marchés financiers, le prix notamment du pétrole est monté encore. Là,
même la barre psychologique des $200 le baril ne paraît plus inatteignable. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que s'il n'écoute pas l'opinion publique, on l'a vu hier avec les manifestations, s'il n'écoute pas ses conseillers militaires, et en l'occurrence des militaires, pas le secrétaire d'État à la guerre, qu'il a lui-même nommé, est-ce que le président américain écouterait les marchés si effectivement ce baril venait à atteindre ce seuil des $200? On parle de semaines qui viennent avant que le baril n'atteigne ce seuil. Oui, mais je suis convaincu que Donald Trump est beaucoup plus réceptif à la notion de marché et de cours du pétrole, la hausse du pétrole, qu'aux questions militaires. Et on voit bien que ces déclarations ont un effet très rapidement sur la bourse, sur le cours du pétrole, donc il est obligé d'en tenir compte. Et ça, il le comprend. Maintenant, je pense qu'il est confronté à un dilemme. Oui. La politique intérieure, l'Américain veut avoir son gallon de pétrole pas cher. Voilà. Or là, il va être de plus en plus cher. De l'autre côté, il a un autre dilemme qui est celui de conforter son allié Netanyahou dans une guerre contre l'Iran qui est devenue, je dirais, une menace presque pas existentielle, mais une menace qu'il faut réduire. Donc il est soumis entre ces deux influences. D'un côté, une opération extérieure que dans son programme d'élection, il a toujours refusé, finalement. Et de l'autre côté, cette question politique intérieure où son électorat propre est contre cette guerre en général. Donc, et si vous écoutez bien ses discours, quand il commence à parler, et sa dernière conférence de presse il y a 2 soirs était très claire, enfin très claire, je m'avance, pas toujours, mais en gros, on parlait bien de la question internationale de la guerre contre l'Iran, et puis à un moment donné, il abordait des questions de politique intérieure comme pour rassurer son électorat. Donc en permanence, il a ce double discours. Je vois pour moi, son dilemme, c'est à quel moment je vais pouvoir faire mon choix, soit terminer l'opération en Iran, et il devra la terminer pour une raison aussi très simple. Il devra la terminer parce que constitutionnellement, il n'a que 3 mois depuis le début des opérations, et il y a déjà 1 mois d'écoulé, pour présenter devant le Congrès ses objectifs militaires et avoir l'aval du Congrès pour continuer la guerre. Donc il ne lui reste plus que 2 mois. Il a une notion de durée dont on parle très peu, c'est constitutionnel, il n'a pas le choix. Donc à un moment donné, il va être coincé. Et puis de l'autre côté, ces élections et puis ces contestations que vous avez évoquées, notamment aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que la guerre en Iran, bien sûr, il n'y a pas que la question du pétrole, mais il y a aussi l'immigration. Oui, voilà, il y a beaucoup de sujets de politique intérieure qui pèsent en fait sur le fonctionnement de la démocratie américaine. Et en l'absence d'une stratégie de sortie claire dans ce conflit, vers où, c'est une grande question, mais quel est le scénario que vous voyez le plus probable, professeur Ben Salem? Fait un peu de prospective, même si c'est très compliqué au vu du brouillard qui entoure ce conflit en Iran. Généralement, je me méfie des scénarios à voir. Et avec l'imprévisibilité du président américain, c'est encore plus difficile de deviner ce qui se passe. Moi, ma crainte, c'est 2 choses. D'abord, il n'y a pas d'objectif clair. À chaque fois, on change d'objectif. Si c'était le nucléaire, il y avait des négociations. Il y a eu quand même une percée dans ces négociations. Après, on a attaqué pendant les négociations. Si c'est le programme antimissile, si vous vous mettez du côté iranien, c'est le seul levier qu'ils ont pour se défendre. Et après cette guerre-là, est-ce qu'ils vont vouloir l'abandonner? J'en doute. Donc, vraiment, les objectifs changent, la communication n'est pas claire. Et puis, il y a plusieurs fronts qui s'ouvrent. Il n'y a pas que la l'Iran. Syrie. Est-ce que la Syrie pourrait peut-être rejoindre? Il y a eu aussi certains médias israéliens qui parlaient du coup de main syrien pour le Hezbollah. Attaquer le Hezbollah, effectivement. Je pense que la Syrie vit déjà une instabilité particulière. Oui. Ils ont le problème des Kurdes, des Druzes, et ils ont aussi une communauté chiite. Donc, ils vont essayer de rester loin de cela. Et même les pays du Golfe, ils ont une communauté chiite importante. Le Bahreïn est bien secoué par ce qui se passe. L'Arabie saoudite, l'Irak aussi. Donc, il y a un front aussi dont on ne parle pas suffisamment, qui est l'Irak. Pour le moment, le Yémen a dit qu'il va s'engager, mais il est là, donc on attend de voir. Donc cette guerre, elle risque de se propager. Et le aussi. Liban, est-ce que, en parlant de propagation, est-ce que effectivement cette zone tampon
que Israël défend bec et ongle, ne risque-t-elle pas de basculer vers le territoire israélien sous prétexte qu'on veut défendre le nord d'Israël? C'est pour ça qu'on a besoin de cette zone tampon et donc d'une présence militaire là-bas. De toute façon, ça fait longtemps que les politiciens israéliens disent qu'ils veulent occuper une partie du Liban, une partie de la Syrie, Jusqu'au Litanie. Alors, Litanie, Yarmouk, alors c'est 2 rivières. C'est ça. Donc on a toujours le problème d'eau qui revient, même s'il n'est pas visible et qui est très important pour la région. Et une partie de Gaza, la ligne là qui devait rester juste provisoirement. Donc c'est vraiment un projet d'expansion. C'est ce qu'on voit sur les faits, et puis les politiciens israéliens ne le cachent pas, ni la presse israélienne d'ailleurs. Mais le problème, c'est, vous l'avez bien souligné avant, maintenant sur la scène internationale, il n'y a que les États-Unis. On n'arrive pas à avoir une autre force qui peut les arrêter. Avant, il y avait la guerre froide, il y avait la Russie, donc il y avait un certain équilibre. Maintenant, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Union européenne, personne ne peut dire non. Et est-ce que ça va s'arrêter aussi à l'Iran? Le président parle de Cuba après. Après, on va aller où? Donc, c'est ça le problème aussi, c'est où on va. C'est-à-dire, est-ce que ça va s'arrêter là? J'en doute. Alors, Israël a ouvert plusieurs fronts, il faut le rappeler, mais est-ce que le Tsahal est prêt? On a vu, il y a eu beaucoup de désertions. Est-ce que les soldats israéliens peuvent tenir cette guerre dont on ne connaît pas l'issue? Et surtout, qui est sur plusieurs fronts, rappelons-le, le colonel Saad. Oui, c'est une question très importante qui se pose. Si demain, on veut neutraliser les Houthis, ça va être 4 fronts. C'est un front qui n'est pas encore ouvert, il faut le rappeler. Parce que les Houthis, pour l'instant, je ne sais pas, on ne voit pas très bien dans leur jeu. Enfin, écoutez, c'est une carte qui reste, c'est le joker, si je puis me permettre. On l'avait dit la chez comparaison. vous. Oui, c'est une carte. Et le commanditaire actionnera à un moment donné, même en désespoir de cause. Et les Iraniens, ils sont comme ça. Vous savez, c'est quoi la guerre, finalement? Et je vais paraphraser Clausewitz. C'est la continuation de la politique par d'autres moyens. La politique est toujours là. Et visiblement, on ne trouve pas le but de guerre ou le but politique chez les Américains, alors que les Israéliens, ils savent ce qu'ils veulent depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Israéliens? C'est purement politique. Oui, c'est politique. Pour eux, la sécurité, tant qu'il y a le Hezbollah au Liban, ils ne sont pas en sécurité. Oui. Et ils veulent élargir les frontières et tout, c'est clair. Mais c'est dans l'esprit du dirigeant américain que ce n'est pas... De toute façon, la guerre, c'est aussi... Elle est suivie par la diplomatie après, en fonction de rapports de force, évidemment. Oui, mais après, on va... Non, mais la guerre n'a jamais été éternelle. On arrive à un moment donné astreint par le rapport de force ou par comme disait Mme Bouteina, s'il y a des acteurs étrangers qui peuvent faire la jonction mais là, évidemment, nous sommes dans l'enlisement. Oui. Sauf que les dictatures, les stratocraties et les mollacraties sont dans le temps long. Et les démocraties dans le temps court. Qui gagnera? Qui sera plus résilient? Je n'ai pas la réponse. Et avec tout l'optimisme dont je peux faire, je pense que les démocraties ne résistent pas au poids du terme et du temps. Parce qu'ils ont des enjeux intérieurs. Ce n'est pas l'enjeu intérieur pour l'Iran. Et ça fait 40 ans qu'ils font la guerre. Oui, effectivement. Et puis, il faut dire que la réponse, cette fois, est très différente de celle des 12 jours, de cette guerre des 12 jours en juin dernier. Oui. Merci beaucoup. Et à vous aussi, Général François Chauvency. C'est la fin donc de cet épisode. Très bonne soirée à tous.